L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de lancer, de vous mettre au courant de tout ce qui a été fait comme travail par vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'est impliqué dans ce qui est là, par les artisans. C'est quand même une énorme consultation qu'on a fait grâce à la SODEC pour se donner une base, pour vraiment réfléchir ensemble. Donc, je pense que tout le monde est au courant que le Conseil des métiers d'art est là pour servir ce bel écosystème, pour être vraiment en avant, pour rassembler. Et puis, je voudrais vous dire, on va commencer avec l'APECO. C'est donc tout l'étude économique, le résumé de l'étude économique. Et ensuite, on va aller vers le cadre du plan directeur avec Yann Giller. Et bien sûr, on va essayer de pas déborder, mais si on déborde, si ça vous tente de rester après pour poser des questions à Yann, à nous, pour vous impliquer encore plus, il y a plusieurs prochaines étapes qui vont arriver. Je voudrais aussi tout de suite, avant que je l'oublie, remercier Dominique et toute l'équipe qui ont porté ce projet-là vraiment avec cœur, avec implication. J'ai la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui sont extrêmement dédiés à cet écosystème-là. Merci aussi à tous les gens qui ont pris 1 heure, une demi-heure, 2 heures de leur temps pour s'impliquer dans le projet, qui va servir à beaucoup de choses, qui va principalement servir à éventuellement décider où on s'en va pour les 10 prochaines années, comment on propulse ces solopreneurs-là ou ces petites entreprises de métiers d'art-là. Fait que je voudrais commencer en cédant la parole à Pierre-Emmanuel Paradis et à Maude, qui sont des économistes, mais des économistes qui savent penser à l'art puis qui se sont rapprochés des métiers d'art. Donc, merci de venir nous faire part de votre présentation. Bon, bonjour à tous et à toutes. Le premier courriel que j'ai reçu concernant l'ébauche d'un projet, d'une réflexion sur l'économie des métiers d'art, c'était le 20 septembre 2023. Donc, il suivait une discussion que j'avais eue avec Louise Chapados, Louise qui est dans la salle quelque part derrière. Donc, merci d'avoir été la bougie d'allumage. Et puis, depuis ce début-là, mais en fait, il y a tellement de personnes au Conseil des métiers d'art, à la SODEC et évidemment, tous les artisans et artisanes que vous voyez ici réunis au salon. Donc, qui ont vraiment contribué à l'étude et on remercie tout le monde très, très chaleureusement de cette aide-là puis de tout ce qu'on a pu rassembler pour élaborer l'étude qu'on vous présente aujourd'hui. Je vous présente Maude Martin de mon équipe, mais également, il y a d'autres personnes qui ont contribué de chez APECO, spécifiquement Guillaume Fauché, Jean-Charles Denis, Jean-Charles qui est derrière ici avec nous, Oumaima Zaki et El Hadji Nimaja. Donc, merci à eux également d'avoir contribué à ce travail-là. L'objectif a été bien simple. Il y a beaucoup de données qui existent, mais c'est des données diverses, éparses, et puis donc sur le domaine des métiers d'art. Et ce qui était souhaité, c'était vraiment de faire un saut en profondeur, d'aller explorer qu'est-ce qui se passe avec les métiers d'art chez les gens, dans leurs entreprises, quels sont les soucis, les difficultés, les contraintes, et comment on peut d'abord les quantifier, les écouter également et comment ça peut aider par la suite à découler vers des recommandations qui peuvent être utiles pour l'ensemble du milieu. Merci, Pierre-Emmanuel. Alors, je vais juste commencer par parler un petit peu de l'écosystème qui est assez unique des métiers d'art. Alors, c'est un écosystème qu'on compare difficilement aux autres secteurs artistiques. Et voici 4 raisons pourquoi. Donc, Pierre-Emmanuel a déjà mentionné, mais côté données, oui, il existe des données publiques, mais il y a plusieurs données manquantes ou pas à jour. Aussi, les métiers d'art sont souvent regroupés dans des catégories assez larges. Donc, on les met souvent avec les arts visuels ou le marché de l'art. Alors, ça peut être difficile d'aller vraiment chercher les données spécifiques aux métiers d'art. Aussi, juste la définition des métiers d'art diffère d'un organisme à l'autre, alors ça rend la comparaison de données assez difficile. Aussi, il y a peu de lieux de diffusion
pour les métiers d'art. Alors aujourd'hui, on est ici au Salon des métiers d'art. C'est un des plus grands lieux de diffusion, mais c'est quand même difficile d'accès pour certaines petites entreprises. C'est des frais quand même importants que des petites entreprises n'ont pas nécessairement. Donc, ça peut être difficile pour plusieurs petits artisans d'avoir accès à ce type de lieu de diffusion. Aussi, il y a la diffusion en ligne qui devient de plus en plus importante, mais les artisans n'ont pas nécessairement le temps, le budget, même l'intérêt nécessairement de se projeter dans les ventes en ligne. Donc, c'est un autre enjeu de l'écosystème. On le sait bien, les artisans jonglent plusieurs rôles. Donc, c'est des petits entrepreneurs, ils gèrent la production, la création. Alors, ils ont plein de tâches à accomplir dans une journée, en plus d'essayer de devenir des artisans exceptionnels. Donc, juste ça prend énormément d'efforts. Mais en plus de ça, il faut gérer son entreprise, se charger de la diffusion, de la gestion, tout ça, c'est une grosse charge. Et dernière chose, travail indépendant. Donc, c'est des petites entreprises qui sont très isolées, qui n'ont pas nécessairement accès à une structure, par exemple, des assurances collectives, qui ont énormément de risques à l'entreprise aussi. Alors, c'est un écosystème qui est difficile à mesurer, mais voici comment on l'a fait. Alors, je vous présente la méthodologie de l'étude. Premièrement, on est allé chercher les données publiques existantes. Donc, on a fouillé partout. On a tout recueilli ça. Ensuite, on a élaboré un questionnaire avec l'aide du Conseil des métiers d'art du Québec. Et on est allé rejoindre 258 répondants. C'était une enquête qui était assez longue, qui prenait au moins, je dirais, 30 minutes à répondre. Alors, on est vraiment allé fouiller les données financières, avec boutique, sans boutique, vous travaillez seul, est-ce que vous avez un partenaire d'affaires, est-ce que vous avez un atelier ou une boutique? Alors, on est allé creuser énormément et c'était vraiment la portion quantitative des données qu'on présente dans le rapport. Suite à ça, on a fait 6 groupes de discussion. Alors ici, c'était pour venir parler aux gens, vraiment. On a parlé à des artisans, à des associations, pour avoir ce côté un peu plus qualitatif, pour pouvoir mettre des couleurs aux chiffres. Parce que oui, les chiffres, c'est important, mais qu'est-ce qui se passe vraiment côté personnel? Puis aussi, c'est important de regrouper ces gens qui sont souvent très isolés, de les mettre ensemble, puis de discuter ensemble pour parler des enjeux, mais aussi des solutions possibles. Et finalement, on a procédé aux analyses. Donc, on a fait un portrait économique et du financement du secteur. On a identifié les besoins et les lacunes et finalement, on a élaboré les recommandations qu'on va vous présenter en fin de présentation. Donc, le rapport, ce que je comprends, c'est qu'il va être diffusé sur le site du Conseil des métiers d'art du Québec. Je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup de tableaux, figures. Donc, il y a beaucoup d'informations. Évidemment, l'objectif est pas du tout de vous inonder de chiffres. Je vous présente le principal résultat de l'analyse. C'est le décalage entre la contribution économique des métiers d'art à la culture et le financement public. Donc, quand on considère la production économique ou l'emploi, les métiers d'art se situent entre 3,5 et 4 de l'ensemble de l'économie de la culture au Québec. Par contre, en termes de financement reçu, ils sont à peine à plus qu'0,5% du grand total des dépenses publiques. Donc, c'est des impressions, c'est difficile d'avoir du financement. C'est sûr que c'est moins visible, peut-être les métiers d'art, que des grandes productions télé ou des théâtres ou d'autres disciplines artistiques. Mais quand on cogne à toutes les portes et qu'on ajoute tous les chiffres et qu'on fait le constat,
vraiment, il y a un très grand décalage dans le financement public qu'on considère qui est vraiment impératif à corriger. Donc, c'est la principale observation de notre analyse économique. Alors ici, je vais vous présenter vraiment, c'est un mini, tout petit avant-goût des résultats que vous allez trouver dans l'enquête, dans l'étude. Dans le fond, il y a 30 figures et 40 tableaux à explorer dans l'étude. Alors ici, c'est vraiment tout petit ce que je vous présente. Mais juste pour vous donner une idée des artisans, alors la plupart travaillent à temps plein, on a vu, mais à part de ça, il y a quand même aussi un pourcentage qui travaille beaucoup plus que 35 heures par semaine. C'est des gens extrêmement travaillants et qui contribuent énormément à l'économie locale. Alors, ils dépensent ici, leurs dépenses sont principalement au Québec, on est à 72 % et leurs revenus proviennent aussi, la part des revenus, c'est 83 % qui vient du Québec. Alors, il y a un impact à l'économie locale qui est assez important. Aussi, les artisans passent principalement leur temps à la création et à la production de leurs œuvres. Et vraiment, peu de temps, on est à 9 % de la part de leur temps, est consacré à la gestion de leur entreprise. Alors, ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour faire tout ce qui est les tâches connexes à avoir une petite entreprise. Ils passent la plupart de leur temps vraiment à se spécialiser dans leurs œuvres exceptionnelles. Mais après, les diffuser, faire le marketing, les ventes en ligne, il ne reste pas beaucoup de temps dans une journée pour compléter ces tâches-là. Dernier point, on l'a déjà mentionné, mais c'est surtout des propriétaires d'entreprises uniques. Alors, ils travaillent seuls, ils ont toutes ces tâches-là à faire et c'est quand même extrêmement difficile à accomplir tout ce qu'il y a à faire dans une journée d'artisan. Donc, ceci est notre version d'une œuvre artistique, autant qu'on a été capable de faire ça dans une étude économique. Donc, l'objectif ici était de positionner dans quelle mesure est-ce que les artisans et les artisanes se situent eux-mêmes d'abord sur deux axes. Le premier axe est en bas, est-ce que vous avez davantage une approche artisanale, donc une unité à la fois, comparativement à une approche industrielle qu'on peut penser avec des économies d'échelle, de la production à volume, etc. Donc ça, c'est l'axe vertical. L'axe horizontal, c'est dans quelle mesure est-ce qu'à droite, l'objet qui est vendu ou l'œuvre a une fonction utilitaire versus à gauche, simplement une fonction symbolique ou esthétique. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la ligne du bas est beaucoup plus foncée, donc 43 % de tous les artisans et artisanes sondés sont vraiment à la limite de l'approche artisanale et non industrielle. Donc, je pense qu'il y a une seule personne dans les 258 répondants qui se situait plutôt en haut de l'échelle. En termes de la fonction symbolique et utilitaire, la plupart des œuvres ont une certaine fonction utilitaire, mais quand on dit plupart, c'est une faible majorité, autour de 55 %, quelque chose comme ça, qui est représenté par un peu plus de couleur du côté droit du tableau que gauche. Enfin, je vous présente un peu de statistiques financières. Ce que vous voyez ici, là, les colonnes ne sont pas additives, c'est des résultats médians. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les réponses de l'échantillon et on prend l'observation du milieu qui nous donne la médiane. Et la colonne de gauche, c'est les résultats avec boutique et la colonne de droite, c'est les résultats sans boutique. Donc, le revenu médian, encore là, du milieu du groupe pour les boutiques est de 130 000 $ versus 45 000 $ pour les artisans qui sont sans boutique. Ceux et celles qui n'ont pas de boutique, ce qu'on voit, c'est que le gros de leur revenu, malheureusement, ne provient pas de la vente d'œuvres. On est à une médiane de 8 000 $, mais bien d'autres revenus, donc une médiane qui avoisine les 15 000 $ en enseignement des métiers d'art ou d'autres activités connexes, mais donc pas liées nécessairement à la vente d'œuvres
malgré le fait qu'ils passent beaucoup de temps à y travailler. Et du côté des boutiques, ben, la vente d'œuvres est proche du revenu médian, donc à 104 000. Mais l'aide publique, même pour les boutiques, est quand même relativement faible. Encore une fois, une médiane à 2 000. Donc, quand on regarde les distributions, ce qu'on constate, c'est que ceux et celles qui reçoivent plus d'argent, généralement, ça vient après plus d'années de carrière et il y a des chiffres qui sont beaucoup plus élevés qui viennent augmenter les moyennes. Ici, je vous montre d'autres ventilations. Il y a beaucoup de ventilations selon les caractéristiques, comme Maude le disait tantôt. Je vous en présente simplement 3. D'abord, le fait que l'expérience est profitable. Au cours des 5 premières années de vie, le revenu médian est autour de 20 000 $. Tous ces résultats-là sont médians également. Donc, mais entre les 5 et 24 ans d'expérience, les revenus augmentent de façon importante, donc entre 45 et 50 000 $. Donc, ça vaut la peine de rester, de continuer et les revenus finissent par suivre. Les matériaux les plus vendeurs, je vais mettre ça entre guillemets, sont les bois, le bois, les métaux et les matériaux décoratifs. Et tantôt, je vous ai montré des statistiques sur les revenus médians des boutiques. Donc, si on prend le groupe moyen, là, donc techniquement entre le 25 et le 75e percentile. Donc, on rassemble la moitié de l'ensemble. Pour les boutiques, les revenus donc sont entre 45 et 200 000 $. Et pour les artisans individuels, on parle entre 2 et 32 000 $. Donc ça vous donne une idée vraiment du centre de ces deux différents groupes-là. Alors ici, je vais vous parler un petit peu des groupes de discussion et je tiens à remercier les participants. J'en vois quelques-uns qui ont participé au groupe. Alors, merci beaucoup. Alors, comme j'ai mentionné, on a eu 22 participants. On a commencé avec 4 groupes de discussion de 4 heures, bien 1 heure chaque. Et ensuite, on a décidé de rajouter 2 groupes de discussion en ciblant spécifiquement la relève, les artisans de la relève, pour avoir une perspective à ajouter. Qu'est-ce qui se passe avec la relève? La relève, dans le fond, c'est ceux qui ont 5 ans d'expérience ou moins. Alors, voici les constats qui ont découlé de ces discussions-là. Puis, on ne va pas se le cacher, les 3 premiers ont affaire avec l'argent. Donc, on a parlé qu'il n'y a pas assez de financement, il y a des hausses de coûts importants, il y a aussi une difficulté d'accès au marché, dont on a déjà mentionné. Mais aussi, il y a eu mention d'un manque d'espace, qui est quelque chose peut-être qu'on ne se rend pas compte nécessairement, mais il y a beaucoup de difficultés à trouver des locaux qui sont adaptés, fonctionnels, dans le zonage résidentiel, commercial, industriel, dépendamment des outils ou des installations nécessaires. On peut penser à un four à céramique, par exemple. On ne peut pas mettre ça n'importe où. Mais aussi, il y avait beaucoup de mentions d'un manque d'espace pour l'entreposage. Donc, pour participer, par exemple, à un salon comme celui-ci aujourd'hui, il faut quand même avoir assez de choses à vendre, mais dépendamment de la grandeur, l'ampleur des œuvres, il faut pouvoir mettre ça quelque part. Alors, c'était quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois, ce manque d'espace d'entreposage pour les œuvres. Dernier point, la structuration du secteur à renforcer. Bien, ça, je vais laisser Pierre-Emmanuel en parler un peu plus avec les recommandations finales de l'étude. Donc, les recommandations sont vraiment une suite directe des points de pression, des difficultés que les gens nous ont exprimées durant les groupes de discussion ou encore lors de l'analyse des données de l'enquête. Donc, il y en a 6 principalement. Les 2 premières touchent à l'argent. La première, en fait, pour distinguer les deux, la première a pour objectif de corriger l'iniquité dont souffre le domaine des métiers d'art comparativement aux autres domaines culturels. Donc, l'objectif serait de rehausser significativement la proportion des fonds culturels qui sont alloués aux métiers d'art. Il faudrait qu'au minimum, ça remonte à 3 %. Ça a l'air énorme comme hausse en pourcentage, mais en absolu,
bien, ça ramènerait une certaine équité et on ne serait même pas encore à 3,5-4 % de la contribution économique. Le deuxième volet est un soutien à la rentabilité. Pourquoi la rentabilité? Parce que les loyers sont chers, les coûts d'approvisionnement sont chers d'achat. Et puis, l'objectif est simplement d'aider les artisans dans le métier d'art à continuer à travailler et à continuer à exercer leur art en diminuant la pression économique qu'elles subissent durant leurs activités. Pour les 4 autres présentations, les 4 autres recommandations, pardon, je ne veux pas toutes les passer, mais l'idée est vraiment un développement tout azimut du secteur de la relève, la diffusion, etc. Ces 4 recommandations-là sont vraiment, dans le rapport, vous êtes capable de lire, il y a précisément une marche à suivre, à qui s'adresse la recommandation, pour qui la recommandation serait utile. Ensuite de ça, quelles sont les actions qu'on propose à mettre en place? Quels impacts découleraient de la mise en place de ces différentes actions-là? Et finalement, quels indicateurs de performance viendraient nous aider à constater si les actions ont fini par être utiles? Dernier point, c'est que justement, dans les 4 dernières recommandations et même une partie des 2 premières, serait grandement aidé par la mise en place du quartier des métiers d'art, qui est un grand projet qui est promu par le Conseil des métiers d'art du Québec et puis qui vise l'établissement d'un quartier des métiers d'art, le rassemblement des écoles-ateliers, des lieux de diffusion. Donc, je vais laisser le conseil vous en parler davantage, mais vraiment, ce grand projet-là serait extrêmement porteur, serait un levier qui serait structurant pour le secteur. Et donc, vraiment, je crois que ça cocherait des tonnes de cases de ce qu'on a présenté dans l'étude. Je vous laisse avec une parole peut-être philosophique de dire que de choisir les métiers d'art, c'est choisir l'authenticité, le talent d'ici et la valeur durable. Ici, on propose ça en contrepoids aux Shine et Temu de ce monde et les autres plateformes qui vendent des produits qui sont à très, très grande production, à des coûts qui écrasent la concurrence avec souvent des matériaux qui sont toxiques, des respects des lois environnementales ou du travail qui sont absentes. Donc, le contrepoids parfait à cette espèce de tendance du pire du commerce électronique, c'est vraiment les métiers d'art, l'achat local, la préservation des savoirs culturels, des savoir-faire et des particularités régionales. Donc, merci d'être ici, merci de nous écouter et de nous avoir soutenus pour cette étude. Puis, on espère que les recommandations vont avoir été utiles pour la suite des choses. Merci. Merci. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est sûr que moi, j'ai lu les 139 pages ou je ne sais plus combien il y en a. Une des choses qui m'a marqué quand je suis arrivée, c'est que moi, j'ai toujours travaillé avec des chiffres. J'aime les chiffres. C'est bizarre. On pense que les artistes n'aiment pas les chiffres. Mais quand j'ai su qu'il y avait une étude économique qui était en train d'être montée, qu'on aurait des choses sur lesquelles on pourrait se baser, j'ai eu la chance d'être propulsée dans ma carrière par la SODEC. Et là, de voir que la SODEC était à l'origine de ça, c'était assez important. Une des conclusions qui était le 9 % du temps consacré à l'entrepreneuriat, au développement des affaires, moi, m'a marqué parce que ça fait presque 9 ans que j'enseigne à Quartier Artisan au Lac-Mégantic. J'ai eu la chance aussi de collaborer avec André Ménard de l'École d'entrepreneurs. Et je me dis, ce que j'ai vu des entrepreneurs en métier d'art, c'est que ça devient des gens d'affaires exceptionnels. La minute où on leur donne confiance, qu'on les aide à se projeter sur 2 ans, en 1 an, leur plan d'affaires est terminé. Donc, ils sont allés plus loin. Puis donc, c'est vraiment de voir tout l'écosystème ici, puis de se dire s'ils mettent peut-être 12, 13, 15 % qui ont un peu plus d'aide au niveau économique, d'après moi, ces chiffres-là, ils peuvent rapidement doubler et tripler. Je suis très surprise de voir les chiffres au niveau des boutiques. Moi, d'avoir un atelier boutique encore, je ne vais pas revenir à moi, mais quand j'ai eu la chance d'ouvrir un atelier boutique, ça a beaucoup changé ma vie.
d'avoir un lien direct, de pouvoir devenir propriétaire d'un lieu ou d'être sécurisé dans un lieu, tout d'un coup, la créativité est beaucoup plus là et tout le côté stabilité financière aussi. Donc, merci de nous faire ressortir tout ça. On a beaucoup de travail maintenant comme organisation, comme groupe pour travailler avec tout ça. Donc, j'aimerais appeler Yann Geller, qui est un consultant qu'on adore, qui nous a obligés à sortir du cadre, qui lui aussi est allé faire beaucoup de rencontres et qui a une très belle un très beau travail, un cadre de plan directeur. Moi, je ne savais pas c'était quoi un plan directeur, mais quand j'ai su ce que c'était, de pouvoir consulter tout un milieu, tout l'écosystème métier d'art, puis de pouvoir se dire on se projette sur 10 ans, bien, ça m'a vraiment plu. Donc, Yann, je te cède la parole. Merci. Là. C'est toujours des belles présentations. Vous êtes éblouissant. Alors, vous êtes très beau, mais quand même, vous êtes très lumineux. C'est une bonne nouvelle. Alors, merci d'être là. Évidemment, des présentations, c'est toujours un peu aride. Et on va tenter, évidemment, comme nos collègues, de le faire de manière la plus humaine et succincte possible. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Nous, on est une firme d'accompagnement en stratégie, en créatif et en administratif pour la culture. Donc, on s'est spécialisé là-dedans. Ça fait 25 ans que je fais ça de part ou d'autre, et maintenant ici. Il y a quelques reprises des QR codes. J'adore les QR codes. Ceci dit, je vous invite à sortir vos téléphones si jamais vous souhaitez suivre en temps réel, parce que parfois, c'est écrit petit. J'ai une très mauvaise vue moi-même. Alors, ça, il y a quelques reprises. Il y aura des QR codes. La bonne nouvelle, c'est que nous avons Dominique Poulain au Conseil des métiers d'art qui est toujours là pour nous et qui pourra vous l'envoyer par la suite. Elle est derrière. Il y aura différents documents au cours de la présentation. Ne vous inquiétez pas. Si parfois vous souhaitez immédiatement l'avoir, levez la main. On est entre nous, alors il n'y a pas de danger. Le pire qui puisse arriver, c'est que tout le monde vous regarde. Généralement, ça ne tue pas. Alors, donc rapidement, j'ai fait la présentation. Donc, nous, on accompagne et on soutient et aussi on propulse les professionnels des arts et de la culture. On fait ça depuis 7 ans avec grand bonheur et parfois de manière un peu plus discrète depuis 25 ans. Ça, c'est moi, on passe ça. Jamais vous voulez, on peut y revenir. C'est quand même agréable, mais quand même, le plus le fun est devant vous. Pas moi, mais ce qui s'en vient, évidemment. Donc, d'abord, lors du jour, on va revenir sur le contexte de la démarche, mais comme on nous apprenait à l'époque en présentation orale à l'école, always start in the middle. Donc, je ne vous raconterai pas pourquoi on le fait. On va aller immédiatement sur les conclusions. Cependant, comme les écrits restent, je tenais vraiment à ce qu'il y ait l'entièreté de la démarche pour que vous puissiez la consulter par la suite. Ensuite, on ira avec les constats et, évidemment, le cadre de plan directeur. Ça peut sembler du langage de consultant. C'en est. La raison, c'est qu'il n'y a pas un plan directeur qu'on vous impose immédiatement. Le travail d'avoir un cadre, donc une manière de placer la table, de mettre les jetons sur la planche de jeu pour être en mesure de réfléchir ensemble à ce qui arrive. Parce que l'objectif n'est pas de vous demander votre monde pour que je puisse vous donner l'heure. Vraiment, on entame, grâce au Conseil des métiers d'art, une réflexion globale qui va permettre de travailler avec des parties prenantes, avec des artistes, des artisans, des investisseurs, des clients, sur la manière dont on va pouvoir évaluer le reste, soit de notre pratique ou de notre marché. Ceci, pour ceux qui aiment lire, extraordinaire avec un aspirine et un verre d'eau ce soir avec l'être cher. Je vous invite aussi à le scanner. Sinon, évidemment, Dominique ou quiconque au Conseil des métiers d'art pourra y avoir accès. C'est l'entièreté de la stratégie, mais écrite plutôt que démontrée. Donc, il y a plusieurs outils pour dépendamment quel type d'individu vous êtes. Vous me le dites, ça fonctionne? C'est bon? Parfait, je ne vais pas vous interrompre dans votre flow. Donc, le contexte, en fait, je vous le rappelle très rapidement, on nous a demandé de faire un plan directeur en collaboration aussi avec les conclusions d'APECO. Donc, le but étant pas ni de dédire, ni d'amplifier, mais bien de s'arrimer avec ce que APECO a trouvé et aussi les différentes rencontres qu'on a faites au cours de l'automne. D'ailleurs, merci à tous et chacun. Près d'une trentaine de rencontres arbitraires de notre côté. On souhaitait avoir un échantillon représentatif. Est-il parfaitement représentatif? Non. Cependant, il est, selon nous, suffisamment représentatif pour placer les jetons sur la table. Parce que vous le savez mieux que moi, le métier d'art en général est un spectre hautement complexe et vraiment granulaire. Nous, on a tenté d'aller chercher tant du côté des institutionnels que d'éducatifs, que des gens qui ont une pratique en région et en milieu urbain. Alors, encore une fois, une trentaine, c'est peu, considérant l'envergure du spectre, mais l'essentiel est d'aller chercher des gens qui ont une connaissance fine ou très large du milieu pour être capable d'être représentatifs. Évidemment, de ne pas vous faire avaler de couleuvre. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment ouvrir la discussion. La méthodologie, vous la lirez, elle est fiable, je viens de vous l'expliquer. On est à la deuxième étape ici. On vous le présente. On vous reviendra lors de la plénière virtuelle en février.
L'important étant de vous donner le temps nécessaire pour y réfléchir. Évidemment, ce n'est pas le 4 janvier, mais le 4 février. On sait que vous tenez à nous, mais le temps des fêtes vous appartient et je souhaite que vous soyez près des vôtres et non près du plan. Ça peut se faire, mais je vous invite à ne pas le faire. Évidemment, les retours stratégiques vont nous permettre de le bonifier. Alors, d'ici là, la conversation se continue. Vous pouvez intervenir auprès de Mariusz, auprès des différentes personnes du Conseil des métiers d'art pour être capable de préciser lors de la rencontre, j'allais dire le napperon, mais on n'a plus le droit de dire ça, l'essentiel de la demande et de la démarche pour qu'éventuellement on ait un dépôt de cadre en disant c'est à partir de ça qu'on va travailler. Alors, actuellement, vous voyez absolument rien, mais je vous l'explique. Dans la vie, comme dans n'importe quoi, en entrepreneuriat, dans votre vie de couple et compagnie, il y a toujours un cycle de vie. On part de l'idée en bas à gauche, on se développe jusqu'à maturité, il arrive un moment où il y a une rupture, c'est-à-dire indépendamment de l'argent, du temps, de l'amour qu'on va mettre, ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas dramatique, mais au niveau des métiers d'art québécois, ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Je ne surprends personne en disant ça. On appelle ça la destruction créative. C'est-à-dire, ce n'est pas de sacrer tout aux poubelles, non. C'est-à-dire de réaménager les pièces de manière à ce que ce soit mieux placé, mieux divisé, mieux travaillé. Alors, ce contexte-là est très important et au Conseil des métiers d'art, on m'a demandé d'avoir la parole libre. Alors, merci Mariusz, merci le Conseil, pour être capable de nommer ce genre de choses-là qui, au niveau systémique, il y a de la friction. Au niveau des salons, il y a de la friction. Au niveau des perceptions, il y a de la friction. Ce qu'on remarque, c'est à quel point les gens ont à cœur leur milieu. Il n'y a personne qui dédie, qui médit, mais beaucoup de gens souhaitent. Et généralement, c'est un indicateur qu'on a une adhésion, on a une affection par rapport au milieu, mais il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Alors, c'est ce qu'on va tenter de chercher en divisant le défi en tranches. Parce qu'il y a plusieurs tranches, il y a plusieurs sections. Alors, je l'avais dit, je le dis haut et fort, merci Dominique Poulain de me permettre d'utiliser le terme « hobbyiste » que plusieurs détesteront. Cependant, c'est difficile de nommer certaines pratiques qui ne sont pas de l'amateur, mais qui ne sont pas non plus du professionnel. On a eu un néologisme avec hobbyiste. Il est très mal choisi, mais c'est le moins pire que nous avons trouvé parce que c'est difficile de définir quelque chose, surtout dans ce spectre-là d'entre-deux. On les a considérés quand même comme des clients parce que c'est des gens qui généralement suivent des mentors ou suivent des artistes artisans de façon très proche. Il y a aussi évidemment les institutions publiques. D'ailleurs, on salue les institutions publiques qui sont là aujourd'hui avec nous. Alors, merci à vous toutes. Le milieu artistique, c'est nous. Donc, ça va des artistes, artisans et tout le spectre entre les deux. Et évidemment, le réseau éducatif. On va y revenir. Il n'y aura pas de surprise dans les éléments de la destruction créative, le fameux Plan national de formation en métiers d'art, qui est, selon plusieurs, caduc. Alors, on y reviendra. Le cadre, le temps que ça charge, vous allez pouvoir aussi le télécharger avec un autre QR code. Ceci dit, aussi, vous l'aurez dans le sondage qui vous sera envoyé, vous l'aurez par courriel de différentes manières. C'est l'entièreté des éléments d'action. Vous allez voir, c'est très granulaire qu'on a trouvé. Est-ce qu'ils sont meilleurs les uns que les autres? Est-ce qu'ils sont priorisés? Non. Cependant, ce qu'on a recensé qui était suffisamment valable ont été entrés là-dessus, encore une fois, pour pouvoir commencer plus rapidement nos discussions. Alors, si jamais vous voulez vraiment le voir et vous êtes anxieux de voir en détail, il est là. Vous pouvez sortir encore une fois. Sinon, immédiatement après, vous pourrez le télécharger là, avec bonheur et empressement. Donc, en gros, il faut placer la table comme il faut. On a un grand défi et je vous ai toutes vues sourire. Je féminise, vous êtes davantage de dames. Alors, vous avez toutes souri lorsque j'ai parlé de la destruction créative. On a un grand défi avant de demander du financement, avant de penser avoir une meilleure reconnaissance, et ainsi de suite. C'est de la clarification. Le milieu a poussé de manière intuitive, un peu comme un arbre, puis là, il y a des branches qui s'enchevêtrent. Quartier artisan, Conseil des métiers d'art, l'IMA, CFCMA, les gouvernements, Emploi Québec et tout le reste. Donc, tout ça est pogné en pain à certains niveaux. Et encore une fois, il n'y a personne qui avait un grand plan machiavélique. C'est simplement qu'avec le temps, les choses ont poussé, se sont développées jusqu'à être confuses. Et on va devoir travailler sur cette clarification-là. Les rôles, les mécanismes de concertation, comment on intervient auprès de la SODEC, comment on interpelle le calque, de quelle manière on va ensemble parler d'une voix, pas l'éducation d'un côté, non pas la discipline, la pratique, les régions, la ville. Vous me voyez venir, c'est compliqué et c'est mélangé. Il faut se parler entre nous et c'est un des grands points, je pense, du leadership du Conseil des métiers d'art, c'est de dire merci de m'avoir rémunéré, des consultants pour pouvoir placer la table,
Mais encore une fois, on doit en parler. Sans tabou, parce qu'il y en a plusieurs dans le milieu. Encore une fois, pas parce qu'on a peur des contre-coups, mais c'est que chacun a sa réalité propre. Et l'interprétation de l'un par rapport à l'une peut être un défi supplémentaire, peut créer du bruit. Donc, j'ai pris beaucoup plus de temps sur la clarification parce que c'est très, très, très important. C'est la base de ce qui s'en vient. Sans clarification, le PNFMA va être difficile. Sans clarification, le développement de la discipline va être difficile, la représentativité et compagnie. Parce qu'encore une fois, tout le monde parle un petit peu, puis ils ne sont pas une grosse équipe. Donc, pour intervenir auprès des institutions, auprès des donneurs d'ordre, on va devoir vraiment faire un travail entre nous d'abord. Après, oui, il y aura le financement, les mécanismes, les éléments où on va accrocher après APECO, des éléments qui vont permettre d'amplifier le discours, évidemment, mais on doit toujours revenir à la clarification. Par la suite, on pourra travailler des mécanismes de reconnaissance. On ira par la suite. Et une fois qu'on aura terminé ce cercle vertueux, vous ne le voyez pas, mais ça tourne en rond ici, c'est normal. Et après ça, on pourra commencer à parler de préservation. Préservation des savoirs, préservation des zones d'exclusivité, des zones de spécificité. Parce qu'encore une fois, si ce n'est pas clair, si on n'a pas les sous, si on n'a pas de la reconnaissance, mais on va reconnaître quoi? Et donc là, on va brûler du gaz, des efforts, des sous, des réputations, du temps. Et évidemment, on a beau avoir 10 ans, mais cette préservation-là arrivera après. Alors nous, ce qu'on vous suggère humblement, c'est de commencer à réfléchir à la préservation, mais de la mettre rapidement sur une petite étagère en disant « oui, c'est important, mais on n'est pas rendu là ». Et par la suite, on pourra se développer vers l'appréciation et la notoriété à plus grand. Défaites ça un peu comme la pyramide de Maslow. Là. Vous voyez la petite pointe en haut. Là. Donc, c'est la belle étoile. Madame Marius, ça va? C'est beau? Si vous voulez intervenir, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Sinon, à la toute fin aussi, là, comme vous voyez, je ne suis pas dangereux pour le moment. Ce qu'on souhaite, c'est assez simple. Encore une fois, on met des mots sur ce que vous connaissez toutes. On veut de la pérennité au niveau du milieu. Nous souhaitons une appréciation qui est répandue. Et surtout, on veut lier l'artisan, l'artisane à son milieu. Il peut y avoir un certain détachement avec le commerce électronique, avec l'occupation du territoire et compagnie. Mais encore une fois, si ce n'est pas nommé, on n'est pas capable d'y travailler là-dessus et dans l'ordre. Donc, l'écosystème en santé, oui, ça passe par des sous, mais ça passe aussi par d'autres objectifs qu'on verra un peu plus tard. L'appréciation, oui, mais comment? Dans une appréciation économique, une appréciation intellectuelle, une appréciation académique. Il y a plusieurs niveaux comme ça qu'on doit devoir travailler qui vont se rattacher ensemble. Et même chose, comment on lit l'artisan? Est-ce qu'en mettant des éléments de mutualisation dans une chapelle XY qui s'est désacralisée ou est-ce qu'on peut mettre des éléments? Est-ce qu'on a une route des artisans un peu plus visible? Bref, différentes idées qui ont été nommées, mais il faut la lier au milieu parce qu'évidemment, on protège ce que l'on apprécie. Et si on est invisible, eh bien évidemment, le petit prince le dit, là, c'est invisible pour les yeux, on n'existe pas bien longtemps. Après tout ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire une fois qu'on a dit ce qui se passe? Donc, on a fait le tour du terrain. Là, on va diviser le terrain en plans d'attaque ou encore une fois. Là, il y a du langage de consultant, vous m'excuserez. Je vais tenter de le simplifier, pas parce que ça ne vous intéresse pas, mais parce que parfois, on a tendance à trop parler puis on ne comprend plus. Reconfigurer la demande, réaligner les filières et repenser la formation. Ça, c'est notre job à faire pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire, reconfigurer la demande? C'est très simple, on l'a mis en gras, le reste, on pourra vous en parler. C'est de créer des conditions pour que les métiers d'art rencontrent mieux leur public et leur marché. That's it. Donc, la demande, généralement, elle est top-down, c'est-à-dire, bien là, ça ne fonctionne pas, ça nous prendrait plus de financement, puis ça ne fonctionne pas, plus de financement. Mais comment on peut travailler sur la demande? On est un métier, évidemment, de transaction. On est un art transactionnel. Comment on recalibre ça pour que la mesure transactionnelle puisse reprendre du pouvoir? Donc, comme disent les Français, take the power back. Et ça, c'est quand même un long shot. Cependant, c'est là où je pense que l'entièreté de la réponse se trouve l'étincelle. Réaligner les filières, j'en ai parlé tout à l'heure, l'enchevêtrement des différents secteurs d'intervention, des différents secteurs de compétences. Qu'est-ce qui est de l'éducation, qu'est-ce qui est de la SODEC, qu'est-ce qui est du calque, qu'est-ce qui est de la région, qu'est-ce qui est de la pratique, qu'est-ce qui est de l'œuvre unique, qu'est-ce qui est de... Faire le ménage là-dedans. Et évidemment, la formation. J'aime vous voir sourire à chaque fois que je parle de la formation, mais il faut l'adapter aux réalités actuelles. Le PNFMA n'a pas été adapté depuis longtemps, on le répète depuis longtemps. Cependant, là, on est arrivé à un point de rupture où on est tout proche. Alors, sans être un lanceur d'alerte, on le voit, il y a des éléments qu'on doit travailler du côté de l'entrepreneuriat, du côté de la place de l'artiste, du côté de la responsabilité, de l'occupation du territoire. Il y a plein d'éléments comme ça qui se sont complexifiés, ou à tout le moins des métiers rares qui doivent être transmis.
Je vais vous laisser le temps de prendre une photo parce que je l'aime beaucoup, cette slide. Les axes du plan, c'est écrit petit. Fiez-vous sur les couleurs et à ce que je dis. Je suis digne de confiance. Mais là, c'est écrit gros. 1, c'est un parcours de formation structuré et actualisé. Donc, parmi les grands chantiers, si on a des axes, on divise. Vous voyez, plus ça va, plus on se rapproche des actions à prendre. La deuxième, les institutions québécoises au service de la vitalité créative et artisanale. Il faut les aider à nous aider. Je vous regarde, là. Mais encore une fois, si on ne demande pas les choses comme il faut, on les fait travailler pour rien. Puis si on les fait travailler pour rien, bien, on n'aura pas ce qu'on a besoin. Alors, donc, techniquement, il faut s'aider. 2, entreprendre ensemble. Oui, c'est un métier qui est hautement solitaire. Cependant, il doit être aussi hautement solidaire. Et on sent que ce besoin-là est. On voit le succès de Quartier Artisan, les initiatives du Conseil des métiers d'art, ça fonctionne. Les gens le veulent, les souk-assat, les salons, etc. On veut travailler ensemble, mais pour soi. Et cette dualité-là, elle n'est pas antinomique, elle est importante. Ancrer les métiers d'art dans le quotidien de nos communautés. Ce n'est pas du folklore être artisan-artisane. C'est un métier. Cependant, sa visibilité est tributaire de vente et tributaire d'attachement. Comment on va travailler ça? Médiation, place, tourisme, etc. Le savoir-faire à l'ère des données et de l'IA. Je ne serais pas un consultant si je n'avais pas mis cette slide, je m'excuse. 95% probablement des artisans n'aimeront pas ceci. Cependant, APECO nous l'a dit, trouver des données, c'est difficile. Et c'est avec les données qu'on peut argumenter une pensée ou des stratégies. Aussi, l'IA arrive, on peut reproduire ce que vous faites n'importe comment. Le savoir-faire peut se mimer, bien qu'il puisse quand même être facilement distinctif. Mais il y a des éléments connectés là-dedans. On ira plus en détail le 2 février. La diversité, l'inclusion dans nos pratiques. Que fait-on avec les diversités de genre, d'origine, de localité, d'intérêt, de discipline? Qu'est-ce qu'on fait aussi avec les éléments qui sont autour, par exemple, de la langue anglophone, les nouveaux arrivants francophones qui n'ont pas nécessairement le même rapport que ceux qu'on pourrait avoir quand on est né ici depuis quelques générations. Tout ce qui est du côté des savoir-faire autochtones, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit comme Conseil des métiers d'art ou comme milieu. Prendre soin de nous autres. C'est quelque chose qu'on a reconnu, c'est comment vous ne prenez pas tant soin de vous. Vous êtes dur envers votre corps, vous êtes dur envers vos horaires, vous êtes dur envers votre compte de banque. Vous prenez beaucoup de risques. La CSST ne va pas dans vos ateliers. Les blessures sont fréquentes, les découragements sont nombreux, les burn-out sont réels. Donc, comment on réussit à prendre soin de nous ensemble? Et vous reliez du Québec à la planète. Export, c'est difficile. Internet, c'est pas facile. Découvrabilité, on n'est pas tout à fait là, etc., etc., etc. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, il y a des considérants, vous les lirez, ils sont super bons. Cependant, c'est un milieu mature qui est prêt à repenser ensemble tout son cadre. C'est ça qu'on a remarqué, vous voyez ici en bas. On ne sent pas qu'il y a de guerre intestine, on ne sent pas qu'il y a de conflits larvés. Ça ne marche pas comme on voudrait, mais ce n'est pas synonyme de grande fracture. Il y a du sang dans l'engrenage, on a des cailloux dans nos bottines. Cependant, les différentes personnes qu'on a parlé, soit par la rumeur ou par leurs impressions, nous démontrent qu'ils ont réellement envie de travailler derrière le Conseil des métiers d'art, ensemble, pour les institutions. Cependant, ça prend une certaine forme de leadership parce que, on l'a vu tantôt, c'est 9 % de notre temps qui sert à faire autre chose que du métier d'art. Bien, si on vous demande de faire ça en plus, ça s'ajoute aux 9 %, donc vous ferez moins de ventes. Fait qu'il faut être respectueux de cet écosystème-là, mais il faut quand même vous demander momentanément, structure, institution et artisane, de faire votre bout de chemin là-dessus. Donc, en gros, on est un Conseil des métiers d'art. Idéalement, un Conseil des métiers d'art 4.0. On est comme la 4e itération. Les tout début, les plus jeunes s'en souviennent. Et là, évidemment, on se rend compte que le Conseil des métiers d'art actuel, il y a des besoins qui ont changé, qui doivent changer, mais pour ça, on n'est pas pour les changer tout seul. Sinon, on va repiler sur des bottines, on va recréer des nouvelles zones de vide. Alors, il faut le faire tout le monde ensemble pour avoir une représentativité qui est correcte et amplifiante. Vous m'avez trouvé super bon, dites-le, sinon non. Je le mets toujours. Mais évidemment, maintenant, on veut poursuivre la discussion. Alors, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez en faire tout de suite quelques-uns. Sinon, on va être ici à vous entendre, les gens du Conseil et moi-même, là-dessus. Évidemment, il y a beaucoup d'opinions là-dedans. Il y a probablement des éléments que vous avez entendus 1000 fois depuis 50 ans. Eh bien, c'est normal. L'objectif, c'est de les remettre une à côté de l'autre,
sur la même filière pour être capable d'en parler. Merci. Merci, Yann. C'est vraiment un tout début. Ça allait très vite. Il y a beaucoup d'informations. Il y a de l'information plus petite. Yann a donné le 2 février, le 4 février, puis finalement, c'est le 3 février. Fait que la grande consultation, c'est le 3. Donc, les dates importantes à retenir, c'est vraiment le 18 cette semaine où Catherine va nous présenter la vision du quartier, ici. Donc, le quartier des métiers d'art qui regroupe finalement plein des éléments qui ont ressorti d'APECO et de Yann. On présente la vision dans 2 jours. Et le 3 février, parce que là, tout ce qu'on vous présente, c'est en construction. C'est le Conseil des métiers d'art qui porte ça, qui le porte avec de l'aide, mais c'est en construction, donc on a besoin que les gens s'impliquent. On ne fera pas ce type de grande consultation-là à toutes les années, je l'espère. Donc, j'espère qu'on va être capable de tout vous avoir, puis qu'après ça, on va pouvoir prendre ça, justement, mettre ça sur une table et se dire, bien, sur 10 ans, c'est quoi qui va changer la donne, puis qui va faire en sorte que tous ces gens-là derrière gagnent mieux leur vie, soient propulsés à l'international. Il y a eu une super conférence avec Lolita et certaines de nos artisans qui sont à l'international. C'était extraordinaire de les entendre. Donc vraiment, je pense que j'ai la chance d'être ici avec vous. Et ce milieu-là est exceptionnel, de débrouillardise, c'est des écologistes, c'est des créatifs, c'est des entrepreneurs. Donc merci d'être là puis d'aider à ce que les prochaines années soient encore plus belles. Puis merci encore à Dominique et à toutes vous autres pour ce grand travail. On est là pour les questions si jamais vous voulez poser des questions.